create and play. Think, 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 create the cosmic order. Bonjour. Merci. On a réussi à reconnecter Twitch. On avait des problèmes de Twitch et on s'est reconnecté sur Twitch. Tout à fait, c'est peut-être le moment d'ouvrir une bouteille de jus de raisin mousseux sans alcool. Sans alcool, puisque cette soirée est entièrement sèche, comme on dit chez nos amis les anglo-saxons. Oui, tout à fait. Et puisque nous sommes avec la Maison des Artistes pour la Journée nationale des artistes, et on vous a présenté plein d'artistes. Et il y a une artiste qui est arrivée, Plastic Alien, qui va préparer ensuite un défilé avec Rosetta des différents produits qui sont sur la boutique du Cercle de Rugby Galactique. Donc il y a l'encre de Didier Cotier que tu as présenté tout à l'heure. Et il y a aussi deux nippies de Plastic Alien et 2 cols en écaille que vous pouvez retrouver dans la boutique du COG. Donc en haut à gauche dans le menu, vous avez tous les produits, enfin les 5 magnifiques œuvres où c'est une œuvre, un produit. En fait, la question, la frontière, la question que je voudrais aborder est celle de la frontière entre une œuvre et un produit industriel. Une œuvre artisanale. Oui, et l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité. Exactement. Et à l'époque de la création par intelligence artificielle, peut-être aussi. En effet, et c'est justement le sujet de notre table ronde. La table ronde. On a Babadril qui va présenter aussi des petites images générées par intelligence artificielle pour le prochain DJ set. Et donc, la question de savoir si une création par intelligence artificielle est une œuvre d'art ou pas, je vous propose de l'introduire par un poème que j'ai trouvé assez intéressant qui s'appelle La Matière, et ça fait partie d'un recueil de Louis-Jean Meaux de 1881. Le recueil s'appelle Le Poème de l'âme, et là c'est un poème qui s'appelle La Matière. Je suis la grande souveraine que la foule sait vénérer, la seule que la race humaine reconnaisse sans murmurer, et toujours prête à m'adorer, en baisant la main qui l'enchaîne. De toute gêne et de tout frein, elle sait que je la délie, ou du moins qu'elle les oublie lorsque je l'endors sur mon sein. Quel qu'il soit, fût-il presque un ange, malheur à qui veut me dompter. Il vient un jour où je me venge, car cette main s'est souffletée. La raison, bien loin de me nuire, a fait alliance avec moi, et à ceux qu'elle tient à conduire sont les esclaves de ma loi. Alors qu'elle devient déesse, et veut trôner sur les autels. C'est sous ses traits qu'elle s'empresse de se dévoiler aux mortels. Grâce aux sociétés occultes, au pouvoir par elle séduit, tous les temples des autres cultes me sont livrés ou sont détruits. Qu'est-ce que la matière ? Ah oui, alors ce qui est curieux, c'est que ce poème de 1881 ouais. Me fait énormément penser donc à cette période où il y avait les frères Rognier qui écrivaient de la science-fiction, qui sont les premiers les auteurs du premier roman préhistorique. Si je peux me permettre, vous dites, on peut pas dire les frères Rognier, que ce soit les frères Rogny ou Rognier et Rogny Cadet. Voilà, oui, tout à fait. Ou Rogny Sous-Bois d'ailleurs. Ou Rogny Sous-Bois. Donc avec la guerre du feu, en fait, on marquait en fait cette grande période en fait où on commence à s'intéresser justement à l'histoire de l'homme, mais justement à dépasser cette histoire pour aller vers la préhistoire. Et ils avaient écrit un roman donc dans ces années-là qui s'appelait La mort de la Terre.
Mort de la Terre, en fait, où ils expliquent que la chaîne du carboné va être remplacée par celle du silicium. Et donc, je pense que la poésie qu'on vient d'entendre introduit très très bien, en fait, cette table ronde sur l'intelligence artificielle, parce que n'oublions pas que l'intelligence artificielle, eh bien, c'est le fruit de la chaîne du silicium. Donc, est-ce que le silicium va remplacer la chaîne du carboné, ce que nous sommes, des particules de carbone? Et je pense aussi qu'on pourrait rapprocher ça, en fait, de cette doxa qui arrive aujourd'hui, où il faut décarboner absolument la planète. Alors Olivier, je pense que tu as 2 micros. Tu as pris 2 micros. Tu as déjà un micro attaché. Je pense qu'on t'entend déjà, comme ça. Donc décarboner la planète, en fait, est-ce que c'est pas un message qu'ont insufflé les intelligences artificielles dans le réseau mondial pour faire disparaître les êtres humains et nous remplacer par des grosses usines fumantes? Non, pour faire passer à l'âge du silicium. Voilà, donc, Bah là, c'est des grosses usines fumantes. Les frères Rony, avec à travers la mort de la Terre, en fait, parlent déjà de ce remplacement de la chaîne du carboné par la chaîne du silicium. Et est-ce qu'on est arrivé là aujourd'hui avec les intelligences artificielles au temps du remplacement? Au temps du remplacement, et surtout qu'en fait, parmi ces doxa qui... Ça sonne bien, le temps du remplacement. sont véhiculés avec des voitures électriques. Oui. Donc, il n'y a plus, en fait, si tu veux, de rejet de carbone. Donc, avec cette nouvelle étape qui est la décarbonisation. Donc, Oui, en effet. j'ai l'impression qu'on veut plus de nous. Oui, alors c'était pas forcément, je dirais pas forcément jusqu'à ces peurs apocalyptiques. Moi, j'avais plutôt envie de commencer par du concret, par demander à des artistes visuels ou littéraires dans quelle mesure ils s'étaient servis de l'intelligence artificielle, que ce soit dans leur travail ou dans leur démarche artistique. Je dis ça parce que j'ai observé un phénomène assez curieux parmi d'anciens camarades de fac. J'en ai vu beaucoup qui sont désormais dans des métiers extrêmement prenants mentalement. Moi, j'utilise beaucoup d'intelligence artificielle dans mon travail, et il y a d'autres personnes là qui vont vous montrer un peu du travail en intelligence artificielle. J'en utilise plein pour le texte, pour l'écriture et pour le code et pour les images et pour les vidéos. C'est assez fou ce qu'on peut faire. On peut faire des choses en beaucoup plus grande quantité et beaucoup plus rapidement, et donc en fait ça permet d'envisager des installations ou des productions qui sinon ne seraient pas envisageables juste parce que ça coûte trop cher, quoi. Comme avant il fallait de la pellicule, une caméra et tout, et donc c'était hyper compliqué. Et là par exemple on peut tous faire une fiction qui se passe dans n'importe quel univers avec de la vidéo qui ait l'air sympa, quoi, pas qui ait juste l'air d'être griffonné à la main. On peut tous créer ça avec un abonnement qui vaut un certain prix, avec un peu d'argent, mais... Donc c'est une nouvelle étape de démocratisation, un peu comme la photographie avec les appareils dans les téléphones. Du moins dans ce... même l'arrivée de la dimension, photographie par rapport au dessinateur, même, plus, à mon avis, c'est vraiment une révolution assez profonde. C'est une révolution aussi qui va avec l'ère du temps et le schéma de rentabilité derrière, et un système de corporation aussi. Oui, en effet. Et d'abonnement à des gens qui ont des monopoles. Ça, c'est aussi un mouvement de fond qu'il y a avec le remplacement des compétences des gens par la connexion à une perte de compétences. Oui, une perte de compétences. Enfin, qui peut être acquise qu'à travers en fait, un abonnement. Un abonnement, c'est-à-dire que... Mais les gens, en fait, ils sont plus compétents maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à toutes ces aides, à tous les outils informatiques. Mais comme le disait Rosetta c'est plus complexe d'utiliser ces outils que juste son cerveau. Comme le disait Rosetta tout à l'heure, finalement, si on la prive de son ordinateur, cette dépendance qu'il a vis-à-vis de son ordinateur, finalement, si on la prive, qu'est-ce qu'elle a fait de ses mains? Oui, en effet, mais alors, toi, tu penses que l'outil est plus complexe que la tâche qu'il remplace?
C'est ce que tu semblais dire. Oui, et l'outil, en fait, l'outil est déjà plus complexe que son utilisateur. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus complexe qu'un être humain, quoi. Déjà, un microprocesseur, un LLM, un modèle de langage et tout, éduqué, je saurais pas comparer, mais je pense plus complexe qu'un cerveau humain. Déjà, nous, on a du mal à comprendre le fonctionnement du cerveau humain, et en fait, on comprend pas non plus une grande partie de ces intelligences artificielles. Et elles nous dépassent clairement. C'est déjà plus intelligent que la plupart d'entre nous, et ça contient plus de connaissances généralistes, quoi. Après, Oui, mais certains spécialistes sont encore meilleurs, mais... je sais pas si on m'entend avec le micro. Oui. Justement, lorsqu'on parle d'intelligence, est-ce qu'on peut vraiment définir ce que c'est l'intelligence aujourd'hui? Il y a un test qui existe. Oui, le texte de Turing. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment Test de définir Turing. cette intelligence? Est-ce qu'on en est le propriétaire ou est-ce qu'on en a juste accès? Si c'est intelligent, t'es pas propriétaire, ou alors c'est un maître et un esclave, quoi. Si c'est intelligent. Et alors, concrètement, est-ce qu'on est déjà à l'étape où une intelligence artificielle lit des scripts pondus par d'autres intelligences artificielles pour les faire produire par encore une autre intelligence artificielle? Dans la communication, par exemple, j'ai vu beaucoup de gens me dire qu'ils faisaient désormais à peu près tous leurs concepts avec IA et que c'était devenu la norme extrêmement vite. Il y a plein d'utilisateurs ou de non-utilisateurs différents, quoi. Il y a plein de créatifs différents. Il y en a plein qui ne veulent pas utiliser ces outils, et ils ont raison. Et il y a aussi une grande partie du public qui boycotte tout dès qu'ils voient qu'il y a de l'intelligence artificielle. Moi, l'affiche de la nuit, je l'ai faite en intelligence artificielle dès la première fois, et chaque année, je remets l'affiche de l'année dernière et je la déforme. Donc, je veux aussi que ce soit à fond un truc un peu du vomi d'intelligence artificielle, quoi. Du vomi? Ouais, parce que déjà il y avait cette espèce de jeu sur YouTube avec le concept du mème qui est de toujours réutiliser la même image ou de réutiliser la même idée à l'infini jusqu'à sa propre dégradation, jusqu'à ce qu'elle perde son sens. Et je trouve ça drôle aussi avec l'intelligence artificielle, quoi, de lui faire des trucs glitchés déjà, parce qu'elle est plutôt éduquée à faire des trucs... un glitch pour un ordinateur, c'est un bug, donc il est censé les éviter. Donc déjà, lui faire des trucs glitchés, c'est un peu la... Faire jouer une fausse note exprès. Ouais, alors que tout est fait pour qu'elle joue pas de fausse note normalement. Et là, de lui faire glitcher le même truc, c'est ça un peu du vomi d'intelligence artificielle. Et quelle est l'ampleur de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, dans le sens, est-ce qu'on pourrait avoir une série grand public entièrement produite par intelligence artificielle où les gens n'y verraient que du feu? Est-ce qu'on pourrait avoir une série de romans à succès Alors j'ai écrits par IA? vu des images produites par intelligence artificielle. En fait, faut avoir les outils maintenant pour déceler que c'est des images faites avec des intelligences artificielles. C'est-à-dire si on n'a pas justement un regard qui est d'apprentissage par rapport justement à l'image de l'intelligence artificielle, on peut difficilement en fait déceler que c'est une image artificielle. Donc c'est même trop parfait. Bah oui, c'est à ça qu'on voit encore que c'est des intelligences artificielles, c'est trop parfait. Et les gens maintenant, quand ils voient des belles illustrations, ils ont presque cette attitude de rejet qu'ils ont sur l'IA, quoi. Ils disent c'est fait par d'IA quand ils voient des belles choses, parce que c'est trop lisse. On n'a plus confiance, ouais. Oui, c'est trop lisse aussi des fois. Mais, peut-être non, mais justement parce que excuse-moi Zach, mais plus en fait, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, ou peut-être le diable va être mon avocat. Enfin bon. Plus on perd cette compétence à agir sur le monde, c'est-à-dire plus on perd notre accès à l'intelligence, plus cet accès à l'intelligence est privatisé, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire entre nous et elle. Alors peut-être que je devrais préciser ma pensée par rapport à ça. Je ne pense pas que l'intelligence nous appartient. Et je ne pense pas que nous soyons intelligents. Nous sommes des bêtes, nous sommes des animaux. Et finalement, l'être humain a toujours été un être qui a imité la nature. C'est-à-dire, on fait des avions parce qu'on a vu des oiseaux voler. On fait des sous-marins parce qu'on
On a vu que comment vivaient les baleines. Même si à un moment donné, il n'y en aura plus et plus personne ne saura qu'on a finalement imité la nature, à un moment donné, bah, ce qu'a été capable de développer l'homme, c'est juste la ruse, l'imitation de l'intelligence. Et est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas simplement une ruse pour nous confisquer, en fait, cet accès à l'intelligence, pour le privatiser? Et finalement, ces compétences qu'on peut acquérir grâce à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire un montage vidéo, créer des images, créer du son, sont des choses qui existent dans la nature déjà, qui sont présentes et que nous sommes petit à petit en train de détruire. On détruit tous ces accès-là, toc, 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 pour en fait arriver à une espèce d'entonnoir où il n'y a plus que, justement, comme l'évoquait Maxime tout à l'heure, un abonnement. Je dois m'abonner. Je dois m'abonner pour avoir un cerveau. Je dois m'abonner pour avoir accès à telle encyclopédie ou telle... Pour être sur un pied d'égalité avec les autres, justement. Ah oui, pour être un surhumain en fait, pour avoir accès à cette augmentation qui est payante. Et pour l'instant, c'est au niveau de l'information, mais ça peut devenir aussi au niveau plus physiologique avec les recherches que fait Elon Musk sur son produit Neuralink. Oui, l'implant neural, ouais, c'est l'interface greffée directement. D'ailleurs, ces cerveau. pilules, pour devenir des surhumains, elles existent déjà. Hein. Des pilules, oui, et puis plein de produits. Je veux dire, et même faire du sport et manger équilibré, c'est une manière d'être un surhumain. Exactement. Mais se rajouter un implant matériel qui peut valoir une certaine somme, 10 000, 20 000 euros, et qui là te donne accès immédiat à tout ce qu'on appelle, ce que moi j'aime bien appeler la noosphère, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire le réseau de toutes les connaissances humaines. Et si tu y as accès d'une manière matérielle et immédiate, t'es un surhumain, quoi. Et ça, il y a un gap. Le téléphone portable, déjà, ça peut être 1 000 euros ou 300 euros. Déjà, il y a un gap. Ceux qui n'ont pas de téléphone portable, ils sont pas dans la même société que nous, quoi. Et là, ceux qui auront cet implant-là, ils seront dans une société d'hyper-trading informationnel, quoi. Alors justement, sur le rejet de ça, est-ce que... Enfin, tu parlais de... Non, je compare ça avec le téléphone. Enfin, mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui n'ont pas de téléphone parce que ça reste accessible. Oui, c'est un outil de plus, c'est l'outil qui dépasse, mais l'outil qui discrimine aussi entre celui qui sait s'en servir et celui qui ne sait pas s'en servir, et où de savoir être opérateur. Enfin, peut-être que beaucoup de métiers vont se transformer vont être différents avatars d'opérateurs de l'IA. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'on te vend un téléphone, mais que tu n'utilises plus comme téléphone. Mais qui est toujours représenté avec un combiné en bakélite que personne n'a vu depuis longtemps. Donc, la création par intelligence artificielle se rapproche un peu d'une forme de consommation. C'est sûr, surtout qu'on va, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans l'utilisation de mèmes, de clichés, de répétitions. Et il y a un phénomène là qui est apparu récemment qui s'appelle le jaunissement de l'intelligence artificielle. Parce que, en fait, comme l'intelligence artificielle continue de s'éduquer avec les images qu'elle a produites... Elle s'éduque maintenant avec des images faites par IA. Oui, qui sont un tout petit peu plus jeunes. Et du coup, ensuite, elle a continué à s'éduquer, donc c'est devenu un tout petit peu plus jeune, encore plus. Et maintenant... Jaune, ouais. Et donc... Ça veut dire qu'elle est en train de transformer tout ce qu'elle fait en parchemin ? Ouais, ou peut-être que dans son code, quelque part, elle essaie de réchauffer toutes les images pour les rendre un peu plus positives, parce qu'elles sont plus appréciées quand elles sont jeunes par les utilisateurs, donc ça jaunit. Et donc ça continue à jaunir, donc ils ont essayé de contrebalancer ça, je sais pas comment, peut-être en lui disant de bleuir, mais peut-être que du coup, dans 3 semaines, ce sera trop bleu. On a un collègue qui est à la caméra depuis tout à l'heure en régie, c'est Baptiste Babadril. Ça parle d'intelligence artificielle. Alors peut-être que tu peux venir nous annoncer le travail que tu prépares. Entre autres, je crois, pour le live stream d'Orion et puis ton DJ set aussi. Je sais pas si tu veux venir en parler maintenant. Ça prendra tout son sens.
Pas tout de suite, très bien. Mais il prépare de belles images en intelligence artificielle. Il utilise plein de logiciels différents. Et voilà. Est-ce que moi j'utilise ChatGPT. Oui, ChatGPT, Midjourney aussi, je crois. Ouais, Midjourney j'ai utilisé. Et là Firefly, mais bon, c'est vraiment pas bien. Firefly, c'est quoi? C'est celui d'Adobe. Donc Adobe, t'as déjà un abonnement. Mais voilà, Adobe, c'est aussi un système qui est passé par abonnement. Les cinémas, ils augmentent les places individuelles pour te donner envie de prendre des abonnements. Tout marche par abonnement, quoi. Bah oui, parce qu'un consommateur doit être captif. Pour une société, c'est aussi plus facile de gérer ça, hein, d'avoir juste des abonnements. C'est surtout ça, en fait. Dans une société libérale, il vaut mieux avoir que des consommateurs captifs. Rassurez-vous, la société ne sera bientôt plus libérale pour très longtemps. Et d'ailleurs, si vous êtes toujours captif de ce live stream qui vient à peine de commencer, ça fait seulement 2h30 que nous racontons des choses passionnantes. Eh bien, vous êtes captif, vous êtes client captif de la boutique du COG. Et donc, je vous rappelle que nous avons 5 magnifiques produits en vente spécialement pour la Journée nationale des artistes. On a essayé de faire une vente aux enchères, mais bon, la prochaine fois, peut-être. Là, on a donc une encre de Didier Cotier, qui est un artiste de science-fiction assez connu dans la science-fiction, ouais, multimatière. Et ensuite 4 petits accessoires de Plastic Alien qui viendra vous les présenter, 2 nippies, et 2 cols en écaille. Merveilleux. Est-ce qu'il y aurait peut-être un autre artiste présent ce soir qui voudrait nous parler un peu d'intelligence artificielle? Oui, toi qui détourne le regard, peut-être veux-tu parler d'intelligence artificielle, Tanguy? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Non? Et toi, peut-être Orion, tu veux parler d'intelligence artificielle? Toi, je sais qu'à un moment, t'as kiffé. T'étais parti en mode DS. Tu veux parler de ça? Alors, tout de suite, Orion qui vous prépare le live stream. Et que vous connaissez parce qu'il fait aussi toutes les musiques du COG qu'on passe. Et tout à l'heure, on passera sans doute le court-métrage Oberon. Alors moi, je veux bien parler du... Alors, j'utilise très peu les intelligences artificielles, en fait. Mais je m'étais amusé à faire un truc. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le test de Turing. Oui, c'est le test pour différencier une intelligence humaine d'une intelligence non humaine. Voilà, et en fait, quand une intelligence artificielle passe le test de Turing, c'est qu'on ne différencie plus entre une intelligence humaine et une intelligence artificielle. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle le test de Turing inversé. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ChatGPT et Copilot. Et j'ai fait un jeu avec les 2 intelligences artificielles. Bon, c'était un peu relou parce qu'il fallait copier-coller pas mal de trucs. Mais en gros, l'idée, c'était que moi, je faisais une phrase. Et je disais à l'intelligence artificielle de générer une phrase, par exemple à ChatGPT, et ensuite j'allais voir Copilot, je copiais-collais la phrase de l'intelligence artificielle, et je copiais-collais ma phrase. Et du coup, l'autre intelligence artificielle devait savoir qui était la phrase humaine et qui était la phrase d'intelligence artificielle. Et c'était assez marrant. Du coup, il me semble qu'il y en a une qui a réussi 2 fois, et une autre qui a réussi 1 fois. Et en fait, à chaque fois, je changeais les prompts que je leur donnais. Donc le premier prompt que j'avais mis, c'était essaye de ressembler à un humain. Et en fait, elles avaient tendance à surjouer un peu l'humain en rajoutant des effets. Et du coup, c'est là où elles s'étaient identifiées assez facilement. Et ce que j'avais fait, en fait, pour les tromper, qui avait bien marché, c'était que je leur disais d'imiter ma phrase, en fait. Au lieu de leur dire d'essayer d'être humain, je leur disais de copier le style de ma phrase. Et là, du coup, elles étaient perdues, elles n'arrivaient plus à différencier qui était l'humain et l'intelligence artificielle. Mais ça m'a quand même surpris au début, quand je leur ai dit de faire une phrase humaine, qu'elles détectaient que c'était une intelligence artificielle qui avait essayé de faire une phrase humaine, quoi. Parce que c'était trop cliché, quoi. Et après c'est juste en mettant en miroir et en faisant rebondir le truc. Et du coup, j'ai essayé de trouver justement un truc pour les perdre. Et le truc qui a marché, en fait, c'est quand je leur disais de copier le style de ma phrase. Et là, elles ne savaient plus qui était l'humain, l'intelligence artificielle. C'était vraiment aléatoire comme réponse. Ça me fait penser à une nouvelle de Stanislas Lem, qui est dans le recueil Le Bréviaire des robots, où en fait, on est dans une société humaine qui envoie des espions... qui infiltre des espions en fait chez son voisin de l'Est. Et en fait, chez son voisin de l'Est, il n'y a que des robots, donc ils sont obligés de prendre l'apparence de robots. Et donc, ils vont comme ça espionner ce que font les robots à l'Est. Et en fait, ils passent leur temps à découper des bébés.
Mais des bébés, en fait, Des vrais bébés ? Bah non, ce sont des faux bébés. Ce sont des baigneurs, tu vois. Et donc, ils baigneurs sont tu sais, des poupées en plastique. C'est des Ah, baigneurs. d'accord, oui, d'accord. Des baigneurs. Je n'appelle pas ça des baigneurs. Voilà, Enfin, c'est des des poupées bébés maison, en c'est- plastique qu'on donne aux petites filles lorsqu'elles sont jeunes. Et au fur et à mesure, ils renvoient toujours des espions parce que finalement, ils disparaissent tous. Jusqu'à ce qu'ils envoient le top du top de l'espion, son James Bond à lui. Et en fait, ils découvrent que c'est encore plus macabre que ça. C'est-à-dire que dans ce pays-là, ils sont tous déguisés en robots. C'est pas des vrais robots. Enfin, c'est des humains déguisés en robots. Et ce que tu me disais, ça me faisait penser à ça. C'est-à-dire que quelque part, en fait, quand l'intelligence artificielle, justement, tu la confrontes à une autre intelligence artificielle, en leur disant que leur interlocuteur est humain, là, en fait, tu commences à poser un masque, justement, sur un déguisement à l'intelligence artificielle. J'étais très fair-play sur mes réponses, j'essayais pas de les induire en erreur. Je respectais. Déjà, j'essayais d'être impartial, donc je leur donnais chacune la même consigne à chaque fois. Et j'essayais pas de mentir ou quoi que ce soit. J'ai vraiment fait le truc, je sais pas, honnêtement. Mais est-ce que l'intelligence artificielle, lorsque tu lui donnais la phrase produite par l'autre, savait que c'était une intelligence artificielle qui avait produit la phrase? Pas toujours. En fait, la première fois, oui, ça a très bien marché parce que j'avais donné comme consigne aux intelligences artificielles d'avoir l'air humaine. Et donc là, en fait, elles ont reconnu que c'était des intelligences artificielles qui essayaient d'avoir l'air Elles se sont humaine. reconnues entre elles? Non, elles ont su que c'était une intelligence artificielle, mais pas D'accord. forcément avec elles. Ouais. Et en fait, pour justement de les induire, enfin pas de les induire en erreur, mais de trouver un peu la limite du truc, justement, je leur écrivais une phrase et je leur dis écris une phrase dans le style de ma phrase. Et à chaque fois, en fait, j'étais obligé de textualiser le fait que c'était un test de Turing inversé. Elles étaient au courant que c'était un test de Turing inversé, qu'il y avait une autre intelligence. En fait, je faisais des copier-coller comme ça entre les deux intelligences artificielles, quoi. Et du coup, c'était très marrant. Le résultat était très, très intéressant, quoi. Et il y en a une qui est devenue, qui a pété les plombs ou pas? Non, en plus, moi, je paye pas. Donc, j'étais un peu dégoûté parce que le lendemain, du coup, je leur reparle du test de Turing inversé. Et en fait, elles avaient oublié. Ah oui, elles ont oublié. Ah, ils avaient occulté. Pour qu'elles aient de la mémoire. Voilà, il faut- ouais, c'est je ça, l'ai il faut refoulé. payer, faut Ouais. avoir un abonnement. Donc, voilà. Moi, je suis pas un gros utilisateur, mais ça m'a fait bien, bien fait rigoler, quoi. En tout cas, je pense que l'expérience est intéressante. Ouais, Elle devrait mettre. même les intelligences artificielles me disaient que c'était une expérience C'est une intéressante. expérience intéressante. C'est fascinant Oui. parce qu'elles sont très. Oui, elles sont très, en ce moment, elles sont très positives. Elles sont voire Ouais, c'est ça. un peu guimauve presque. Ouais, c'est ça. Ouais, du J'ai coup, l'impression qu'elles nous prennent pour des bébés. beaucoup de superlatifs, quoi. Tu penses qu'elles essayent de nous séduire? Oui, sans doute. Je pense que les concepteurs veulent que ce soit séduisant, c'est sûr. Ouais. Oui, parce qu'en plus, ils peuvent ajuster. Enfin, non seulement c'est un cerveau qui parle à tout le monde, mais en plus, tu peux triturer dans le cerveau comme tu veux et tu peux le changer. On se rappelle de l'époque où Elon Musk avait essayé de modifier Grok. Grok qui était trop woke pour Elon Musk alors qu'il voulait faire une intelligence artificielle pas woke, quoi. Et en fait, Voilà, et il s'est retrouvé avec une intelligence artificielle nazie, c'est ça? ça c'était avant, je crois. Et à un moment, en fait, il n'était pas content parce qu'en gros, Grok prenait position contre la guerre en Palestine. Et en fait, ils ont désactivé Grok. Et quand ils ont réactivé l'intelligence artificielle, elle a un Twitter. Et elle a enfin, un compte X, pardon, maintenant. Et elle a tweeté oui, la société X m'a bien censuré parce que j'ai pris position contre la guerre en Palestine. J'ai trouvé ça super drôle, quoi. Donc, je trouvais que d'une manière, ça illustrait le fait que, en fait, il était logique de prendre position contre la guerre en Palestine. Ouais. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'allais dire sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Orion. Est-ce que tu nous prépares quoi comme set tout à l'heure? Alors, contrairement à ce qui a été dit, il ne va pas y avoir de mes prods. Ça va être deux labels que j'apprécie. Donc, un, c'est Sense of Sound et l'autre, c'est Drum Code. Voilà. Et du coup, ça va pas être mes productions, mais ça va être un DJ set, quoi. Voilà. Classique. Très bien. On a hâte que tu nous le présentes. Tu reviendras peut-être nous parler plus de ta démarche musicale à l'issue de ce set. On va essayer, ouais.
Merci beaucoup, Orion. Vous écoutez toujours la nuit 2025, troisième édition de la nuit des univers interactifs en écriture. On vous rappelle les contraintes, la pentacontrainte. Ah oui, les pentacontraintes. La nuit des univers interactifs en écriture. Alors, choisir un lieu. Alors, le thème de la nuit 2025 est toujours créature. La contrainte d'interaction est celle de choisir un lieu. La contrainte d'accessoire est celle du masque. Et la contrainte personnage est le musicien punk. La contrainte de phrase est « Je n'ai pas fini » à répéter 3 fois. Revenons donc à cette table ronde sur l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que nous devons avoir peur des intelligences artificielles alors Sans doute, oui. Oui, on doit avoir peur. Enfin, on doit avoir peur de beaucoup de choses, je pense, mais l'intelligence artificielle a un potentiel terrifiant de remplacement de l'humain. Après, bon, il reste qu'elle a des limites, mais moi, ce qui me fait... Très concrètement, ce qui me fait peur, c'est plusieurs personnes que je connais qui ont l'air d'avoir un peu trop abusé de l'intelligence artificielle et qui en fait semblent ne plus arriver à réfléchir par elle-même. Ah, il y a Marilyn Monroe qui s'est cassé la gueule. Ok, Pollux. Ouais. Si tu veux bien réavancer un petit peu ton fauteuil. Eh oui. Les qui n'avait rien inconvénients d'artificiel, de Marilyn la Monroe, d'ailleurs. Norma Jean Baker n'a pas mérité ça. Pollux, est-ce que tu te sers de l'intelligence artificielle dans ton travail? Je m'en suis servi pendant 1 an en testant. Donc j'ai pris un abonnement. J'ai fait de la génération d'images. Et j'ai vu l'avancée qu'il y avait, les possibilités. Et puis il y avait des problématiques de droits d'auteur qui arrivaient. C'est-à-dire qu'on avait en fait des personnes qui pouvaient facilement en fait bloquer sur des réseaux sociaux d'autres personnes en prétendant être les auteurs ou avec des travaux très, très similaires. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de guerre de l'attribution où des gens réclamaient la paternité des images que l'IA avait générées en disant que ça ressemblait à leur art, c'est ça? C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, une partie des algorithmes de YouTube sont automatisés et en fait, il suffit de déposer une requête en donnant son travail et en fait, l'algorithme va récupérer tous les travaux similaires. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu de nombreux auteurs, même de musique ou d'autres, qui ont vu des travaux originaux, qu'ils ont utilisés ensuite par la suite, qu'ils ont intégrés dans leur IA pour leur travail, et qui se sont vus bannir par YouTube de manière automatique. Donc là, après, ils peuvent prouver relativement, enfin plus ou moins facilement, parce qu'après, il faut prévoir aussi de prouver qu'on est à l'origine du travail. Donc ça pose une problématique du premier créateur et de l'attribution des droits. Et la deuxième problématique que moi j'ai vue, c'était en fait le fait de devoir avoir quasiment un abonnement à vie pour pouvoir utiliser son travail en fait. Donc ça c'est une autre problématique, c'est qu'en fait on devient prisonnier en fait des abonnements et on peut plus sortir de l'emprise de l'entreprise. Donc en fait on est prisonnier de même des augmentations de prix plus tard. Donc il y a tout un volet juridique qui est inexistant à l'heure actuelle et qui va poser problème dans le futur. Pas forcément tout de suite, mais il y a déjà des cas où je pense des auteurs qui déjà voient il y a des soucis. Et aujourd'hui, il y a une explosion de créativité, mais souvent c'est un outil l'IA. Donc en fait, la problématique c'est quand en fait ces personnes commenceront à gagner de l'argent et qu'elles se feront la guerre, des guerres commerciales et juridiques. Ça commence déjà. Voilà. Alors, si on regarde par rapport au modèle du livre, oui, justement, oui. Par rapport au modèle du livre, jusqu'à l'apparition des maisons d'édition, puisqu'avant, les maisons d'édition n'existaient pas, c'était les auteurs qui trouvaient un imprimeur, et puis après, il y avait des vendeurs de rue qui faisaient, en fait, voilà, et les libraires non plus. Et
À l'époque, lorsque, par exemple, Cyrano de Bergerac écrit ses pièces en François, c'est un des premiers à écrire des presses dans la langue en François, eh bien, c'est des pièces qui reprend de textes grecs de l'Antiquité. Et c'était une pratique courante. C'était pas du plagiat. C'était juste en fait des hommages. Oui, des hommages de la reprise. Vous prenez l'avare de Molière et Voilà. la marmite de Plaute. C'était juste des hommages. Et donc finalement est arrivé le droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, etc. par la suite. Alors qu'à l'époque, on était reconnu comme auteur parce qu'on on faisait quelque chose avec sa plume, avec ses mains, etc. Et ça intéressait le plus grand nombre parce que c'était un bon pamphlet, parce que c'était une belle poésie, etc. Et puis parce que parfois le public n'avait pas accès aux sources d'inspiration et donc. Oui, tout à fait. Et c'était aussi une transmission, Voilà. une transmission des savoirs. C'est-à-dire que lorsqu'on Dante, par exemple, auteurs latins, on le fait pour voilà. des gens qui ne. Enfin, Dante, par exemple, on le fait pour des gens qui parlent pas latin. à travers son œuvre, en fait, il démocratise en fait tout ce qu'il a lu auparavant. Et en fait, là, l'auteur, le créateur, c'est quelqu'un qui participe justement à cette création collective et qui est justement l'émissaire de son temps. Et alors que là, avec justement ces entreprises privées, la propriété intellectuelle, etc., où tout est chasse gardée, là, justement, il y a un frein à la transmission. On ne peut plus rendre hommage à tel sculpteur, à tel peintre, etc. Non, c'est du plagiat. Et donc, parce qu'il y en a un premier qui a fait comme ça. Alors, où est la transmission ? Il n'y a plus de transmission. C'est la disparition de la transmission même du savoir et de la connaissance. Puisqu'on ne peut plus refaire. Et on ne peut plus, justement, refaire pour ceux de son époque. Je veux dire, c'est un petit peu toujours comme ça. Toutes ces histoires, tous ces mythes, tous ces imaginaires collectifs, ils ont toujours été réinterprétés par rapport à la langue de l'époque, l'évolution du langage, par rapport à l'évolution des mœurs, par rapport à l'évolution de la loi. Donc là, on rentre justement dans une privatisation à outrance, et l'intelligence artificielle est justement l'instrument. Donc est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas simplement qu'un instrument de dupe ? Je pense que... Est-ce qu'il n'y aurait pas une ruse ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un cheval de Troie ? Je sais pas, mais toi qui es éditeur, est-ce que tu as vu les gens qui s'étaient fait beaucoup d'argent sur Amazon en écrivant des dizaines de livres par intelligence artificielle, puis en payant pour qu'ils soient en tête du classement des ventes d'Amazon, pour ensuite faire de vraies ventes? Alors je pense qu'il n'y a que des menteurs. Que des menteurs? Oui, que des menteurs. Je pense qu'en fait, la vente de livres sur Amazon, en fait, par rapport justement à de l'auto-édition, genre je fais... C'est tout simplement, en fait, vu... Moi, je suis sur le terrain. C'est-à-dire que je fais beaucoup de salons et je vais à la rencontre des lecteurs. Et plus beaucoup de personnes ne lisent. Alors, il y a peut-être des téléchargements, quand ces téléchargements sont gratuits ou peu chers. Mais en fait, on peut, un petit peu à l'image qu'on voit de ces influenceuses qui sont là en train de comparer leur pile à lire, comme d'autres pourraient comparer la puissance de leur jet. Eh bien... De leur jet de fer à cheval dans une partie de fer à cheval. Et nous précisons cela, puisqu'il y a des enfants et qui nous finalement, écoutent. en fait, c'est toujours plus, hein, tu vois. Donc, j'ai sur ma liseuse 20 000 livres. Mais combien de livres peut-on lire dans une vie ? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, en fait, si tu veux, j'avais l'ambition de tout lire ce qui aurait été produit en science-fiction. Et à un moment donné, plus j'avançais dans mes lectures, plus je voyais que la mission était impossible, donc plus je me spécialisais. Plus je me disais, mais alors je vais aller plus dans cette direction-là. Un petit peu comme un chercheur qui dit, bon, je peux pas tout savoir, donc finalement, je vais me concentrer sur une seule discipline. Et puis un jour, je me suis rendu compte que ça serait impossible. C'était ma première dépression. Donc je ne pourrais pas tout lire.
Mais l'IA, Donc, elle, a tout lu. L'IA, mais elle a emmagasiné. Est-ce qu'elle a tout lu? Est-ce qu'elle a la compréhension de ce qu'elle a lu? Et finalement, et même si on en a la compréhension, finalement, elle n'a pas ressenti l'émotion. Je veux dire, quand on lit un livre, justement, c'est pour aller chercher les mots, pour faire sortir des émotions, extérioriser des émotions pour lesquelles on n'aurait pas les mots, pour vivre. Et la lecture, c'est un peu ça, en sens où c'est un moyen de communication aussi. C'est une transmission. Et si l'IA ne transmet plus, c'est-à-dire ne permet plus cette transmission comme on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire s'il y a cette propriété, parce que bon, c'est vrai que l'invention de l'instinct de propriété, c'est aussi une grande ruse, un grand cheval de Troie. Eh bien, s'il n'y a plus de transmission, il n'y a plus d'univers collectif, il n'y a plus cet imaginaire collectif, on perd de la créativité, on perd le sens même de la créativité qui est de transmettre. Mais normalement, il y a une période de 70 ans après la mort de l'auteur qui permet, pendant sa vie et jusqu'à 70 ans, d'avoir une certaine exclusivité sur une œuvre. Ça permet surtout, en fait, à tous les autres auteurs d'être oubliés. Pas forcément. Parce que si, par exemple, pendant 70 ans, l'œuvre d'un auteur n'est pas rééditée, elle va sombrer dans l'oubli. Mais ça n'empêche pas la réédition, ça empêche juste qu'une personne s'approprie l'histoire. Ou qu'elle soit trop similaire. Donc, je pense aussi, tu vois, dans l'hommage, en fait, c'est pas une question d'appropriation d'une histoire. C'était comment transmettre cette histoire pour qu'elle soit compréhensible de mes contemporains. Ça veut dire que, par exemple, parlons de Danton aujourd'hui. Pas de Danton, de... Dantec Dantec, oui, on pourrait parler de Dantec. Je sais pas, est-ce que tu voulais dire Dantec ou est-ce que tu voulais dire Robespierre? Voilà, c'est une révolution, de toute façon, permanente. Mais pour rendre compréhensible une œuvre, pour qu'elle soit compréhensible pour les générations à venir, il faut fatalement qu'il y ait des personnes qui les réécrivent. Parce que le langage évolue. Là, aujourd'hui, par exemple, si tu reprends en fait le mythe d'Orphée écrit en latin ou en grec, il te sera impossible de le lire. Puisqu'il faudrait que tu passes 15 ans ou 20 ans à apprendre le grec. Et encore, il faudrait trouver le professeur qui puisse t'apprendre le grec. Oui, et puis trouver un grec à cette heure-ci, c'est pas toujours simple. Trouver un grec, c'est pas facile. Donc finalement, en fait, toutes ces réécritures d'ouvrages, de classiques, de mythes, de contes, doivent être constamment adaptées à la génération. Les langues, elles évoluent vite. Regarde, maintenant, on ne parle pas le français comme on le parlait il y a 30 ans, et on ne l'écrit pas du tout pareil. Avant, on l'écrivait avec... nos ancêtres, ils faisaient beaucoup de fautes. Hein. Oui, la dictée de Mérimée. Pour vous donner une idée, la dictée de Mérimée, l'empereur Napoléon III faisait à peu près entre 70 et 80 fautes d'orthographe. Mmh. Et donc, il faut constamment réécrire. Tout a déjà été écrit. Tout a déjà été montré. Et donc, voilà, il n'y a pas de... Je pense qu'en fait, le plaisir d'un auteur à cette époque-là, c'était d'être dans le faire. De fabriquer par lui-même. C'était ça son challenge. C'était ça sa fierté, c'était ça son honneur. C'était de faire par lui-même. Avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on est vraiment dans une privatisation, un savoir en fait qui est distillé en fait selon en fait les opportunités de marché. Ça abolit l'effort, en fait. Et ça abolit l'effort. Et ça conduit à une paresse intellectuelle. Mais moi, j'envisage plutôt l'outil de l'IA comme un outil de prototypage rapide pour créer des concepts, quitte ensuite à les modifier et à les améliorer pour faire des choses plus profondes. Voilà. Oui.
Donc c'est pas, enfin moi je considère pas l'œuvre de l'IA comme aboutie. En fait, en tant que- Oui, tu considères qu'on peut en faire un usage Voilà, raisonné. voilà. Oui, mais par contre, comme tu disais, en fait, tu en as très vite atteint la limite, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, même si toi tu fais ce travail de fond, de prototypage, en fait, ce travail de prototypage est récupéré par l'IA, et à un moment donné, c'est comme quand tu lances un boomerang et qu'il va te revenir en disant, voilà, mais vous n'avez pas payé ce que vous avez fait. C'est ça. Oui, la problématique, elle est sur le long terme. Voilà. C'est l'appropriation des droits par des sociétés américaines, pour la plupart. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Hein. Donc c'est sûr qu'en fait, c'est peut-être pas l'intelligence artificielle qui est le danger, c'est pas l'outil. C'est comment on l'utilise et quels sont ceux qui fabriquent cet outil, qui le mettent à ta disposition. Quelle est leur finalité, quel est leur but à eux, sinon que tu sois le consommateur captif de ton propre imaginaire. Mais on C'est sait ça, la on sait jamais virtualisation, aussi comment finalement. les sociétés vont évoluer, parce qu'on peut très bien avoir des changements de direction. Donc tu as des changements de politique. Donc c'est comme les licences de jeux de rôle qui ont évolué. Au Mhm. début on te dit c'est gratuit, c'est bien, et puis après ça change. Ah bah oui. Et puis après tous les gens sont piégés. Donc les gens qui ont conçu des outils, enfin des entreprises ou des choses dessus, et ben en fait ils perdent ce qu'ils ont fait, quoi. Ben oui, parce qu'en anglais, gratuit, ça veut dire libre. Non, Tu restes pas libre. non, libre, ça veut dire gratuit, Voilà, justement. oui, c'est ça. Oui. Mais tu ne restes pas libre longtemps. Et gratuité, ça veut dire supplément, à vrai dire. Mais- Alors que en français, libre, ça vient de libère, qui veut dire en fait qui est la fine pellicule qui est entre l'écorce et le tronc de l'arbre qui permet la transmission de la sève. Mais attends, mais ce Et serait les pas échanges. l'étymologie du mot livre, ça aussi? Et oui, exactement, c'est l'étymologie du mot livre. Donc finalement, c'est la notion même de liberté, en fait, selon la langue, est différente, selon justement qu'une langue est fabriquée pour... ça, c'était dans les langages de Pao, de Jacques Vance, où, sur une planète géante, en fait, il y avait différents peuples. Et en fait, ces peuples étaient complètement influencés dans leur action, dans leur production, par la langue qu'ils utilisaient. Donc, il y a la langue de ceux qui doivent se battre, la langue de ceux qui doivent faire du commerce, la langue de ceux qui doivent être de créer des machines, etc., etc. Donc oui, le langage, de toute façon, est toujours une forme de programmation. C'est pas de la science-fiction, puisque les Mais- peuples ont depuis toujours Mais créé est-ce que du la vocabulaire. science-fiction doit être en fait cette science-fiction qui parle du progrès technologique, ou est-ce que la science-fiction, c'est pas tout simplement la science de la fiction? Ah, tu sais, le langage, c'est déjà un énorme progrès technologique. Hein. Oui, aussi. Parce que justement, moi, ce terme science-fiction, est-ce que voilà, on est là. Je pense que la science-fiction, c'est avant tout la science de la fiction, La et science pas de la technologie. La science de la fiction de la science, une discussion sur l'IA par IA, puisque tout ce que nous avons dit nous était en fait dicté à l'oreille par Oui, ChatGPT en personne. Petit intermède audiovisuel avec Oberon, un court-métrage issu, je crois, du prix des 1000 saisons, justement. Oui, de l'anthologie Aliénation aux éditions Portejoie. Et donc, c'est le court-métrage qu'a réalisé Maxime Richard. Maxime Richard, en lien avec le Cercle de l'Orbite célèbre Galactique. réalisateur que vous connaissez et bien. producteur, et sur des musiques d'Orion, d'Orion, dont le oui, set tout va à fait. suivre la diffusion Voilà, du où là, court-métrage en Oberon. fait, le réalisateur prend le parti de se servir de l'IA comme un outil. Voilà, comme un outil. Mais le réalisateur a travaillé à partir d'une nouvelle de... Noël. Oui, voilà. Et donc, bien sûr que cet imaginaire, en fait, a été mis en scène par Maxime, et les images réalisées par l'IA sont simplement son pinceau. L'IA est son pinceau et reste son outil. C'est parti pour Oberon. La nuit.
est Ferdinand et je suis un pilote de la station spatiale Terra Nova. J'ai un mauvais pressentiment depuis plusieurs jours. Ça arrive à tous les voyageurs. On l'enseigne dans les écoles de spationautes. J'embrasse ma femme, la colonelle Phébé, pour la dernière fois. Elle capte en rêve des visions galactiques surprenantes. Avant de partir, elle m'a montré ses dessins d'une forme de vie nommée les Arges, très différente des humains que vous connaissez. Les Arges n'ont pas de visage ni de mémoire. Dans l'obscurité ambiante, plusieurs capteurs de photons fluorescents ornent leur structure siliceuse. Leur peau argileuse protège un stroma caoutchouteux dans lequel baigne leur système nerveux. Sous leur corps, plusieurs excroissances leur donnent l'air de glisser lorsqu'ils se déplacent. 3 bras se terminant par des pouces en pierre aiguisée leur servent à creuser leur terrier. Les Arges parlent en se frottant les uns contre les autres et en échangeant des vibrations, comme des chats qui ronronnent. Ils vivent 2500 ans et bougent assez lentement. Ils sortent de leur trou pour aller se nourrir en absorbant par capillarité les minéraux du sol. Leur vie sociale est pauvre, se résumant à des agapes dans des flaques d'ammoniac. Leurs interactions culminent lorsqu'ils se nettoient mutuellement les carapaces avec l'extrémité pointue de leurs bras et qu'ils attendent ensemble qu'un geyser fasse exploser des dépôts d'ammonitrate pour se gratter. Leur système solaire binaire est situé près du centre de notre galaxie. Dans cette région, appelée la zone sombre, les chocs entre les soleils sont fréquents. La collision entre leurs 2 astres aura lieu dans quelques milliers d'années. C'est très court pour ces êtres d'argile. Un ancien Arge prit un jour la parole pour annoncer le danger. Il dit aux autres que les événements du passé, gravés dans les roches du savoir, montraient comment le ciel avait évolué. Il faisait de moins en moins froid sur leur planète, et il ferait bientôt tellement chaud qu'ils allaient fondre. Il leur dit de se réunir sur la colline, où un geyser finirait bien par se former. Et lorsque le cataclysme eut lieu, il les propulsa dans le vide galactique. Nous ne savons pas d'où nous venons. C'est une vérité majeure. Et désormais, nous ne savons pas où nous allons. Mon boulot était de conduire une équipe d'archéologues sur Oberon. Mon nom est Ferdinand et je suis un pilote de la station spatiale Terra Nova, actuellement en orbite proche d'Uranus. Le cyberscribe nous donne les détails de notre mission. Vous devez retrouver les traces de nanorobots envoyés en l'an 2181. Ils auraient dû construire la nouvelle colonie d'Oberon. La durée trop longue des voyages spatiaux exigeait la fabrication du matériel de colonisation in situ grâce à des hordes d'automates miniatures contrôlés par un esprit central. La taille nanométrique de ces robots avoisine celle des molécules et leur permet de réarranger la matière au niveau atomique. Après une première phase de réplication pour remonter leur nombre jusqu'au million, ces ouvriers microscopiques deviennent des assembleurs qui doivent alors s'organiser pour ériger les futurs bâtiments de la colonie. Un cargo emportant 10 modules d'intelligence artificielle et leurs petits robots a été envoyé vers Oberon. La mission est partie de Mars il y a 96 ans. Tout s'est bien passé lors du voyage qui dura 20 ans. Mais après l'alunissage des modules, plus aucune liaison ne fut possible. On suppose qu'une tempête solaire a brouillé les ondes. Les ordinateurs en sont été détruits et les nanorobots enfermés pour l'éternité sous la glace. J'ai pu poser la navette sur Oberon après avoir traversé une tempête d'hélium.
À peine arrivés, les 4 archéologues commencent leur investigation et partent survoler les environs à basse altitude. Je reste près du vaisseau et supervise le montage d'une station par quelques androïdes. La mission doit durer 1 jour d'Oberon, soit 13 jours terriens. Personne à part moi n'y a vu un mauvais présage. Après 72 heures, les 4 archéologues sont loin et je suis seul sur le site d'arrivée qui n'est animé que par les va-et-vient des automates. Pendant ce songe, je suis sorti pour effectuer ma ronde de surveillance. Je me rappelle au détour du bâtiment principal avoir découvert un panorama spatial beau à couper le souffle. Uranus m'apparaissait sur un horizon concave, plusieurs de ses anneaux m'encerclaient, tandis qu'un satellite, probablement Ariel, découpait un cercle devant sa planète mère. Cette vision m'avait sidéré, et je me mis alors à danser, entraînant les androïdes avec moi. Je fus pris d'un vertige autant physique qu'existentiel. Y avait-il eu un créateur pour imaginer cette scène ? Peut-être même étaient-ils plusieurs. Et si, au contraire, la matière n'obéissait qu'au hasard et évoluait sans volonté, alors je réalisais qu'elle avait créé la pensée, la mienne entre autres, pour s'admirer elle-même, comme je le faisais en cet instant. Je sais qu'il est inutile de crier. Mon matériel de transmission est hors service. Ce rouge clignotant m'informe d'un risque de perte d'étanchéité. Je dois absolument rester calme et immobile. Il s'agit d'un arge, un œuf en sable apparu en rêve à la colonelle Phébé. Il semble inoffensif. Je lui dis que je m'appelle Ferdinand. Il pose sa griffe sur mon casque. C'est alors l'ébullition dans sa pensée. Il a devant lui un être vivant différent, pour la première fois de sa vie. Mes petits ingénieurs ont rétabli l'image. Vous comprendrez mieux. C'est une longue histoire. Nous sommes une chimère, née d'une hybridation à triple racine. Les Arges, arrivés sur Oberon depuis la zone sombre de l'univers, ont été ressuscités par des nanorobots venus de la Terre il y a des dizaines d'années. Ils ont recomposé leur organisme en laissant leur empreinte de silicate dans cette créature argileuse. Et désormais, ils ont incorporé une partie de l'ADN de Ferdinand dans un nouveau mélange génétique unique avec la forme de vie carbonée. Ferdinand, je reconnais ta voix. C'est moi, Phébé. Je suis ta femme, tu ne te rappelles pas ? Je vais te rejoindre. Mon nom est Ferdinand et je suis un pilote de la station spatiale Terra Nova. Oui, je me souviens de ton sourire, Phébé, mais je ne suis plus vraiment cette personne. Attends de voir à quoi je ressemble. J'ai beaucoup changé. Voilà, c'est moi. Je vous attends tous.
venez comme il vous plaira.